Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur la gestion des risques et la gestion du plan de continuité d'activité pour les PME. Ce webinaire s'inscrit dans la dynamique qui a été initiée entre la bourse de sous-traitance et de partenariat et la SAR Assurance en Guinée. L'objectif ici, c'est toujours d'être aux côtés des petites et moyennes entreprises pour leur permettre de garantir une certaine pérennité et d'être au niveau, de se situer aux standards internationaux pour pouvoir compétir dans des appels d'offres présentés par les grosses structures internationales. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Sans plus tarder, je vais commencer mon propos par rapidement une présentation de la SAR Assurance. SAR Assurance, c'est une compagnie d'assurance d'un groupe panafricain qui existe sur le marché depuis une trentaine d'années. On compte à présent 12 filiales implantées dans 9 pays du continent africain. Et nous exerçons dans les domaines de l'assurance vie, l'assurance non-vie et l'immobilier. Nos valeurs sont le professionnalisme, qui nous permet toujours d'accorder ou de donner la meilleure qualité de service à nos clients, l'esprit d'équipe, qui sont les valeurs africaines que nous promouvons, l'innovation, le respect de nos engagements, tout cela en mettant le client au centre de nos activités. Les branches d'assurance que nous commercialisons, c'est l'assurance automobile, l'assurance maladie, et aussi la couverture contre les accidents, l'assurance de transport, l'assurance de dommages aux biens. Par dommages aux biens, entendez tous les sinistres qui peuvent détériorer vos biens. Ça peut être une maison, ça peut être un ordinateur, ça peut être une voiture, etc. Ensuite, l'assurance incendie. Risque technique. Par risque technique, nous entendons les couvertures d'assurance, tout risque chantier, tout risque montage, pour les machines, les risques miniers, les contrats d'assurance responsabilité civile pour vous couvrir contre les dommages que vous pouvez causer à autrui, et ensuite les contrats d'assurance vie et capitalisation. Bon, pour ce qui est de la branche vie, actuellement en Guinée, nous ne commercialisons plus des produits vie parce que la réglementation exige dorénavant que pour commercialiser des produits d'assurance vie, il faut avoir deux compagnies. Une compagnie IARD qui ne fait que des produits non-vie et une compagnie vie. Bon. En attendant la mise en place de SAR Vie Guinée, pour le moment, nous commercialisons que les autres produits. Alors, ici, il s'agit simplement des produits qui visent la protection de votre capital humain, surtout lorsqu'on est en entreprise. Nous avons des produits d'assurance santé, nous avons des produits pour la protection de la responsabilité des dirigeants, parce que lorsqu'on est dirigeant d'une entreprise, on peut prendre une décision et cette décision porte atteinte à une personne, à un tiers. Alors, il existe des polices d'assurance pour se couvrir contre cela. Ensuite, il y a des assurances pour les salariés à l'étranger, notamment lorsque vous envoyez un employé en mission hors de votre pays, il y a des contrats d'assurance pour les protéger en cas de maladie, qui leur offrent aussi une police évacuation. S'ils sont malades, on va pouvoir les évacuer dans leur pays d'origine. Et enfin, pour les risques spécifiques, des maladies professionnelles, les accidents et même une assistance que nous pouvons apporter aux salariés d'une entreprise si effectivement il se retrouvait dans une situation où il a besoin d'aide. Donc, ça peut être une assistance médicale, ça peut être une assistance à la maison, ainsi de suite. Ensuite, nous avons des produits pour les particuliers. Les particuliers, c'est des personnes physiques qui peuvent avoir un véhicule. Alors, nous avons des polices d'assurance automobile pour eux, peuvent avoir une maison, nous avons une couverture d'assurance multirisque habitation. Alors, lorsque on a des enfants à la maison, au moment où ils sont en train de jouer, ils peuvent endommager la fenêtre du voisin, ils peuvent casser quelque chose chez le voisin. Il y a des contrats d'assurance et responsabilité civile pour cela. Nous avons des contrats santé pour la famille, pour les étudiants. Et
Ensuite, nous avons des contrats pour les loisirs. Lorsque vous vous déplacez, vous avez besoin d'une assurance voyage, vous avez besoin d'une assurance accident au cas où vous serez amené à faire des jeux un peu dangereux dans vos déplacements de loisirs. Ensuite, nous avons la possibilité de concevoir des programmes d'assurance sur mesure, c'est-à-dire qu'en fonction de votre secteur d'activité, nous faisons un package de garanties qui sont adaptées à votre structure. L'idée, c'est d'arriver aujourd'hui à ce que les gens ne payent plus les contrats d'assurance trop chers et enfin, il faut optimiser la couverture d'assurance, permettre aux personnes de payer des contrats d'assurance moins chers et avoir la meilleure couverture. Ça évite de dépenser trop d'argent pour, à la fin, en cas de sinistre, ne pas se voir indemnisé. Alors, s'il faut revenir au thème qui nous réunit ce jour, il est question de parler de la gestion des risques. Pourquoi parler de la gestion des risques d'abord? Parce que on a quand même remarqué que les entreprises, les PME surtout, lorsqu'elles viennent de se créer, elles pensent que la priorité, c'est l'obtention des financements, ce qui n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, pour obtenir un financement, une entreprise doit pouvoir présenter des gages de pérennité. C'est-à-dire que personne ne va investir dans une entreprise si on n'est pas sûr que cette entreprise peut durer sur le temps. Du coup, la gestion des risques apparaît donc comme ce levier qui est mis en œuvre par le management au sein de la structure, dont l'objectif justement, c'est de prémunir l'entreprise contre tous les risques auxquels elle est exposée. Une fois qu'on a mis en place une démarche de gestion des risques, alors automatiquement, on présente des gages de sécurité, des gages de pérennité, et les institutions financières sont plus enclins à nous apporter leur soutien. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir la notion de risque. Nous allons rapidement aborder les étapes de la gestion des risques. Comment est-ce qu'on identifie les risques? Comment est-ce qu'on les évalue? Comment est-ce qu'on analyse les risques? Quelle est la stratégie de gestion des risques? Quel est l'outil majeur de gestion des risques, notamment la cartographie des risques? Ensuite, nous allons aborder le management de la continuité d'activité. Quelle est la démarche pour mettre en place un plan de continuité d'activité? Et enfin, nous verrons rapidement ce que peut être le programme d'assurance d'une petite et moyenne entreprise. Disons déjà que pour ce qui est du plan de continuité d'activité, il ne peut pas exister s'il n'y a pas de démarche de risk management, parce que la mise en place d'un plan de continuité d'activité est le corollaire de l'existence d'une démarche de risk management au sein de la structure. Alors, qu'est-ce qu'un risque? Le risque, c'est simplement que la probabilité qu'un événement qu'on n'avait pas prévu se réalise. Ça, c'est la définition qu'on a sur le plan général. Mais quand on se met du point de vue d'un assureur, par exemple, le risque, c'est simplement un événement futur contre lequel l'assuré veut se prémunir. Mais du point de vue de l'entreprise, c'est-à-dire de notre point de vue, nous qui sommes les PME en Guinée, le risque se définit simplement comme étant tout événement dont la survenance peut nous empêcher d'atteindre notre objectif. Donc, si cet événement survient, nous n'allons pas atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Cela nous amène donc à essayer de comprendre quel peut être l'objectif d'une entreprise. Alors, de façon générale, le premier objectif, c'est d'abord d'être pérenne pour une entreprise, c'est-à-dire de pouvoir durer. C'est pour ça que sur nos registres de commerce, on dit que les entreprises sont créées pour 99 ans. C'est une manière de dire que c'est illimité. L'objectif aussi d'une entreprise, c'est de s'insérer dans le quotidien de la société, c'est-à-dire de faire partie de la vie des citoyens, de faire partie de la vie de ses compatriotes. Et enfin, l'autre objectif, c'est de satisfaire toutes les parties prenantes, que ce soit le client, les actionnaires, les employés, l'État, les fournisseurs et même les riverains, ceux qui bénéficient souvent de la responsabilité sociétale. Donc, lorsqu'on parle de risque, c'est tout événement qui peut venir m'empêcher d'atteindre l'un des objectifs que j'ai cités plus haut.
Mais vous et moi, nous sommes d'accord que la finalité ultime d'une entreprise qu'on crée, c'est de faire des bénéfices. Quand on crée une entreprise, on doit pouvoir faire des bénéfices, créer de la valeur ajoutée. Donc, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Parce que plus on gagne de l'argent, plus on réinvestit, plus on crée des emplois et plus le pays se développe. Donc, en fin de compte, l'objectif d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc, s'il faille donc revenir à ce que c'est que la définition d'un risque, le risque va être défini comme l'événement dont la survenance m'empêche de gagner de l'argent, m'empêche de faire des bénéfices de façon générale. Alors, pour une PME, comment est-ce qu'on peut définir le risque? Lorsqu'on est dans une petite et moyenne entreprise, réaliser du profit pour une petite et moyenne entreprise, c'est quoi? C'est réduire ses charges et augmenter ses produits. Or, ce que vous voyez à l'écran, c'est justement la définition du risque pour une PME, c'est-à-dire tout événement qui va faire en sorte que les charges grimpent et que les produits diminuent. S'il y a un événement qui empêche à la société de réduire ses charges ou alors qui fait en sorte que l'entreprise dépense plus et gagne moins, alors ça, c'est ce qu'on appelle un risque. Donc, au moment où je suis en train de faire l'identification des risques d'une PME, je cherche seulement à identifier tous les événements qui vont empêcher à la PME d'accroître ses produits et de réduire ses charges. La solution donc pour éviter qu'on se retrouve dans la situation qu'on vient de voir, pour éviter que les charges explosent tandis que les produits régressent, la solution c'est de mettre en place un dispositif de risk management. Et comment est-ce qu'on définit donc le risk management? C'est simplement l'activité qui consiste à identifier les risques, à les hiérarchiser et à les traiter. Donc, j'identifie mes risques d'abord, les risques auxquels la société est exposée. Ensuite, je les classe par ordre de priorité parce que tous les risques n'ont pas le même niveau de dangerosité. Il y a des risques dont la survenance ne peut pas avoir un impact important sur la société, sur la compagnie. Et ensuite, je les traite. Traiter les risques, c'est de mettre en place les mesures pour que ces risques-là ne se réalisent pas, ou alors pour que s'ils se réalisent, que l'impact ne soit pas élevé. Revenons donc sur quelques fondamentaux de la gestion des risques. Les étapes pour faire du risk management au sein d'une entreprise, c'est quoi? Premièrement, c'est identifier les risques. Une fois que j'ai identifié les risques, alors, c'est quoi identifier les risques? On va le voir rapidement tout à l'heure. Une fois que je les ai identifiés, je dois pouvoir les évaluer. C'est-à-dire, je dois pouvoir dire, OK, si ce risque survient, voilà ce que ça va me coûter. Voilà ce que ça va coûter à l'entreprise. Ensuite, je dois analyser le risque. Comment est-ce qu'il se comporte? Qu'est-ce que je peux faire pour le mitiger? Lorsque j'analyse le risque, j'élabore des plans d'action pour l'atténuer. Donc, je réalise dans la gestion des risques. C'est pour ça que vous allez voir comme une autre étape là, le fait de réaliser sa gestion. Et c'est un cycle permanent. Ça veut dire que c'est un travail constant, permanent et quotidien. Ce n'est pas de dire que, OK, dès que j'ai créé mon entreprise, j'identifie les risques et tout d'un coup, je me dis que voilà, des nouveaux risques ne peuvent pas survenir. Non, ce n'est pas une activité qui s'arrête dans le temps. Alors, il est quand même important de rappeler que vous pouvez poser vos questions via les discussions qui sont mises et nous prendrons le temps d'y répondre. Alors, première étape de la gestion des risques, c'est l'identification des risques. Comment est-ce que j'identifie les risques dans la PME? Ici, la technique la plus simple et la plus éprouvée, c'est celle qui consiste à diviser mon activité en processus. Je découpe mon activité en processus. Pour chaque processus,
j'identifie l'objectif que je vise lorsque je le mets en œuvre. Et en fin de compte, dès que j'ai identifié l'objectif, je sors toute une série d'événements qui peuvent m'empêcher d'atteindre cet objectif. Prenons par exemple une boulangerie. Le processus, l'un des processus de la boulangerie, par exemple, c'est la fabrication du pain. Dans la fabrication du pain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être le mélange de la farine avec les ingrédients. Voilà un premier processus. Après avoir mélangé la farine avec les ingrédients, il faut les mouler. Voilà un deuxième processus. Après avoir moulé, il faut les placer au four. Voilà un troisième processus. Vous voyez simplement que pour fabriquer du pain, on a déjà identifié de façon brossée comme ça 3 processus. Maintenant, si je viens sur le processus de mélange de farine et des ingrédients, quel est l'objectif? L'objectif que je poursuis lorsque je fais ce mélange, c'est d'obtenir, par exemple, un mélange pâteux de couleur, je dis un truc bête, de couleur marron, par exemple. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre cet objectif? Ce qui peut m'empêcher, c'est un mauvais dosage, par exemple, de la farine. Dès que je dis mauvais dosage de la farine, ça devient un risque que j'ai identifié. Un mauvais dosage des autres ingrédients, ça devient un deuxième risque que j'ai identifié. Ensuite, qui se charge de faire le mélange? Si c'est par exemple une femme qui est à la manette, il y a par exemple un risque qu'un grain de cheveux se retrouve dans la pâte, ça va empêcher à la société d'atteindre son objectif. Parce que si après on achète du pain et on se rend compte qu'il y a des grains de cheveux là-dedans, c'est un problème. Donc voilà encore un autre risque qu'on a identifié. Et lorsqu'on a découpé les processus comme ça, on peut identifier une kyrielle de risques. Ça peut, juste sur un processus, vous pouvez vous retrouver à identifier 1000 risques. Si on prend par exemple ce cas de la boulangerie, vous voyez que rien que dans le fait de faire le mélange des ingrédients, on a déjà identifié peut-être 6 risques. Et ainsi de suite, on pourrait aller. Donc, voilà la démarche pour identifier les risques. Je décortique, je découpe mon activité en différents processus. Ce qu'on appelle processus, c'est les étapes. Hein. C'est les différentes étapes qui me permettent d'atteindre l'outil final. Voilà comment j'identifie les risques. Et lorsque j'ai fait ainsi, à la fin de mon identification des risques, je vais me retrouver avec une liste de plusieurs événements dont je dois me prémunir. Après que j'ai identifié les risques, je dois les évaluer. C'est quoi l'évaluation des risques? L'évaluation des risques, c'est de dire, si ce risque survient, qu'est-ce qu'il va me coûter exactement? Alors, deux critères permettent d'évaluer la gravité d'un risque. Le premier critère, c'est la probabilité de survenance. La probabilité de survenance, c'est quoi? C'est le nombre de fois où le risque est susceptible de se produire. Le deuxième critère, c'est l'impact, c'est-à-dire ce que ça va générer comme perte sur la société. Alors, pour bien identifier un risque, il faut combiner à la fois la probabilité et l'impact. Prenons l'exemple d'une banque, par exemple. On peut dire, comme risque, lorsqu'on est à la caisse, l'un des risques auxquels la société est exposée, c'est par exemple d'encaisser les faux billets. La probabilité ici peut s'évaluer comment? Quel est le nombre de fois où la banque a encaissé des faux billets? Donc, sur 10 opérations, combien de fois est-ce que la banque a encaissé des faux billets? Je me rends compte que sur 10 opérations, on a encaissé les faux billets 8 fois. 8 fois, on a encaissé les faux billets. Mais quand je veux évaluer l'impact, je me dis, les faux billets que j'ai encaissés, c'était les billets de combien? Parce que si j'ai encaissé les faux billets de 500 000, alors lorsque je suis à 8 fois d'encaissement de faux billets, je suis à 48 000. L'impact, ce serait 48 000 francs. Alors que si j'ai encaissé les faux billets de 20 000, 8 fois, l'impact serait 160 000 francs. Vous voyez donc
une banque qui encaisse 8 fois des faux billets de 5 000 francs a un impact de 40 000 de perte, à une perte de 40 000. Mais une autre banque qui n'a encaissé des faux billets de 20 000 que 3 fois se retrouve avec une perte de 60 000. Vous voyez donc pourquoi il est primordial de combiner la probabilité et l'impact. Parce qu'un événement peut se produire plusieurs fois, mais avoir un faible impact, tandis qu'un autre événement peut se produire une seule fois et avoir un impact élevé. C'est par exemple le cas de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre actuellement. Des événements comme la pandémie du COVID-19, ça arrive généralement au monde après 100 ans. Voilà, ça arrive une fois tous les 100 ans. Mais vous voyez qu'une seule fois qu'il est apparu, c'est devenu carrément un désastre. Voilà, on ne parle même plus aujourd'hui d'un risque, c'est carrément un péril, c'est-à-dire que ça nous a empêchés de continuer nos activités, ça nous a presque tués. Voilà. Le tableau que vous voyez actuellement représente un peu comment se fait l'échelle de classification des probabilités et des pactes. Bon, bien évidemment, après, on vous enverra une copie de ce slide. Quand je prends les probabilités, nous avons proposé une échelle à 5 niveaux. Un événement peut être très rare, il peut être rare, il peut être modéré, il peut être fréquent, il peut être très fréquent. Voilà comment je classe la probabilité des événements. Donc, lorsque je suis dans l'identification de mes risques, dans l'évaluation de mes risques, pardon, je me dis, OK, risque qu'on fasse un mauvais mélange d'ingrédients pour la pâte de pain. Mauvais mélange d'ingrédients. Est-ce que c'est rare? Est-ce que c'est très rare? Si je me rends compte que chaque jour de l'année, lorsqu'on veut fabriquer du pain, on se retrouve, il y a toujours des erreurs de mélange, ça veut dire que le risque peut être très fréquent. Or, si je me rends compte que voilà, en une année, les femmes qui travaillent au four pour la fabrication du pain, en tout cas les boulangers, n'ont commis d'erreur qu'une seule fois, l'impact d'un risque peut être insignifiant, il peut être faible, il peut être moyen, il peut être élevé et il peut être très élevé. Mais ce qui est important sur la notion de l'impact, c'est quoi? C'est que le fait de dire qu'un impact est insignifiant, faible ou moyen, ça dépend de chaque entreprise. Voilà. Lorsqu'une entreprise est déjà très élevée, est déjà très costaude, voilà, le risque que vous allez juger être très élevé pour vous peut être considéré comme faible pour cette entreprise. Voilà. Par exemple, Orange Guinée, aujourd'hui, s'ils ont une perte de 50 millions de francs guinéens, pour eux, ils ne diront pas que c'est un risque important. Pourtant, une petite PME, un petit call box, un petit point un centre d'appel qui paie juste 10 millions de francs guinéens, voilà, pour eux, c'est un risque important. Ensuite, il y a un autre risque dont on ne parle pas souvent, c'est le risque d'image. Le risque d'image, c'est simplement le fait de voir notre entreprise être salie sur les réseaux sociaux. Alors, lorsqu'on a une entreprise qui est mal perçue par les clients, par les citoyens, alors on est dans une entreprise qui est appelée à mourir. Parce que les entreprises doivent avoir une bonne image auprès des consommateurs. Si on a une mauvaise image, la mort est assurée. Donc aujourd'hui, il est aussi question, lorsqu'on est risk manager, de pouvoir déployer des stratégies pour mitiger le risque d'image, pour empêcher qu'on se retrouve dans une situation où notre image serait salie. Par exemple, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on annonce, par exemple, que le directeur général d'une entreprise a commis X ou X violation de la réglementation, le directeur général d'une entreprise a tué quelqu'un. Ça pose un problème à l'image de l'entreprise là. Donc, il faut toujours mettre en place des dispositifs de risk management pour pouvoir mitiger cela. Ici, c'est juste un exemple de document qui permet de hiérarchiser les risques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque j'ai fini d'identifier mes risques, je dois les classer par ordre de gravité. Parce que je peux me retrouver avec une évaluation où j'ai trouvé
1000 risques qui pèsent sur mon entreprise. Mais est-ce que ça veut dire que je dois directement mettre en place les mesures pour mitiger les 1000 risques? Non. Je n'ai pas les moyens financiers pour pouvoir agir sur tous les risques à la fois. Donc, du coup, je dois agir sur les risques qui sont les plus importants. Et pour connaître les risques qui sont les plus importants, je les classe dans ce petit diagramme. Ce diagramme qui correspond justement à une combinaison, vous verrez, en abscisse, on va vous parler de l'impact et en ordonnée, on va vous parler de la probabilité. Donc, à partir de ce moment, si j'ai évalué un risque qui a un impact très élevé et qui a une fréquence, qui a une probabilité de survenance très fréquente, alors ce risque va se situer dans l'une des cases rouges. C'est-à-dire lorsque je vais très élevé à ma droite, chiffre 5, et je cherche très fréquent en termes de probabilité, ça sera dans la zone rouge. Alors, je fais ce classement pour tous les risques que j'ai identifiés dans mon entreprise. Et à la fin de compte, j'obtiens une hiérarchisation des risques. Donc, les risques les plus dangereux seront ceux qui seront dans la case rouge. Ensuite, les risques qui sont majeurs seront ceux qui sont dans la case violette. Les risques dits modérés seront dans la case jaune et les risques mineurs sont dans les cases vertes. Donc, en tant que manager, mon rôle, c'est donc de dire, OK, les risques qui sont les plus critiques sont ceux sur lesquels je dois investir le plus d'argent pour qu'ils n'arrivent pas. Les risques mineurs, pour le moment, je ne les regarde pas. Je m'intéresse d'abord à tout ce qui est rouge. Voilà. Et ce document, c'est ça qui est une sorte, c'est ça qui est l'image. Cette image représente la photo de tous les risques de votre entreprise à un moment donné. Quelles sont les stratégies donc? Une fois que j'ai identifié mes risques, que je les ai hiérarchisés, il faut maintenant les traiter. Parce que le travail du risk manager, c'est maintenant qu'il commence. Une fois que je connais mes risques, je dois maintenant les traiter. Comment est-ce que je traite les risques? Il y a deux façons. Soit je vais réduire le risque, soit je vais financer le risque. Réduire le risque, c'est prendre les mesures pour que le risque, même s'il survient, il ne me frappe pas, qu'il ne soit pas important, que l'impact ne soit pas important pour mon entreprise. Deux méthodes me permettent de réduire le risque. Première chose, j'évite la stratégie de l'évitement. Éviter un risque, c'est quoi? C'est simplement ne pas pratiquer l'activité qui génère le risque là. Par exemple, vous allez voir les entreprises qui préfèrent sous-traiter. Voilà, je suis une société minière, je dois transporter la bauxite au port pour le faire, pour l'exporter. Alors, l'activité de transporter la bauxite, là, moi, j'estime qu'il y a trop de risques là-dedans avec les camions qui peuvent tomber en panne, les camions qui peuvent cogner les gens en route, les camions qui peuvent faire des accidents. Vraiment, moi, je n'ai pas le temps pour gérer ça. Alors, j'évite cette activité de transport. Je cherche une autre personne chez qui je vais donner. L'autre moyen de réduire le risque, c'est la prévention. Alors, lorsque je ne peux pas éviter un risque, je peux quand même me prémunir contre ce risque. Alors, je vais dire, OK, pour les camions, il y a un risque d'accident, il y a un risque d'incendie, etc. Je décide de n'utiliser que les camions neufs. Comme ça, les camions neufs, je sais que la probabilité pour qu'ils tombent en panne est faible. Ensuite, je dis, chaque semaine, je fais une révision des camions. Je fais une formation de mes chauffeurs. Ça, c'est toujours pour la prévention. Ensuite, dans mes camions, je dois avoir du matériel de premier secours, ainsi de suite. La deuxième stratégie de gestion des risques, c'est le financement du risque. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai investi de l'argent pour gérer ce risque-là. J'ai investi de l'argent pour gérer ce risque. Donc, je peux retenir le risque sur moi. C'est-à-dire, je dis, OK, si le risque survient, je paye, je suis prêt à payer. Donc, je fais même une provision pour qu'en cas de survenance du risque, je paye. La deuxième stratégie de financement du risque, c'est le transfert. C'est-à-dire que je prends une autre personne, je lui donne de l'argent, je lui dis, pilote ce risque pour moi.
C'est par exemple là-dedans qu'on va trouver l'assurance, on va trouver le transfert juridique et aussi quelques contrats de sous-traitance. Voilà de façon brossée, de façon simplifiée, quelles peuvent être les stratégies lorsque j'ai fini d'identifier mon risque. Et il faut savoir qu'une fois que j'ai adopté une stratégie, je dois mettre en place des plans d'action avec des délais d'exécution pour évaluer par la suite si la stratégie que j'ai mise en place est efficace. Parce qu'il ne suffit pas de dire que j'ai souscrit un contrat d'assurance et je reste tranquille. Des fois, vous pouvez souscrire un contrat d'assurance et ça vous apporte plus de problèmes que de solutions. Donc, il faut bien mettre en place des plans d'action pour évaluer notre choix. L'outil majeur, l'outil le plus important qu'une entreprise doit avoir, c'est la cartographie de ses risques. Alors, on ne va pas revenir sur les étapes parce que c'est exactement les étapes dont on a parlé, à savoir identifier les risques, les évaluer, les hiérarchiser et les traiter. Cependant, ce point nous permet de dire, OK, au niveau de la Guinée, le partenariat qui existe entre la SAR et la bourse de sous-traitance comporte une clause au sein de laquelle il est écrit que la SAR Assurance s'engage à réaliser la cartographie des risques pour les PME qui sont affiliés à la BSTP de façon gratuite. Donc, tout ce qu'on est en train de voir là, vous pouvez vous rapprocher de la SAR Assurance pour bénéficier justement d'un approfondissement dans la réalisation de cela pour vos entreprises, sans frais, bien entendu. Alors, pour se résumer, la gestion des risques, c'est quoi? C'est l'activité qui consiste à identifier les risques. Donc, j'identifie tous les événements qui peuvent m'empêcher d'atteindre mon objectif, d'une part. Ensuite, je les évalue en termes d'impact et de probabilité. Ensuite, je les hiérarchise pour avoir ceux qui sont les plus dangereux pour mon entreprise. Je les analyse, c'est-à-dire je prends une décision de gestion sur ce que je fais de chaque risque que j'ai identifié. Et enfin, je fais les évaluations pour me rassurer que mon plan d'action, celui qui est en place, est efficace pour ma société. Donc, voilà globalement ce qu'on peut appeler les fondamentaux de la gestion des risques. Ce n'est pas quelque chose de très sorcier. On peut aller plus en approfondissement, mais compte tenu du délai qui nous est imparti ici, on va passer au prochain point qui parle de la continuité de l'activité. Parce que l'un des soucis lorsqu'on gère les risques pour une entreprise, que ce soit une PME ou une grande entreprise, c'est celui de la continuité d'activité. Comment est-ce que j'organise la continuité de l'activité de mon entreprise en situation de péril? Voilà, en situation difficile. C'est une problématique qui s'est posée pour les PME principalement pendant cette crise de COVID-19. Il était question de dire, voilà, en situation de crise, comment je continue à effectuer mes activités? Comment est-ce que je continue à satisfaire mes clients? Comment est-ce que je continue à satisfaire l'État? Parce que l'État est une partie prenante de l'entreprise. Comment est-ce que je continue à satisfaire mes employés? Comment est-ce que je continue à payer les salaires? Comment est-ce que je continue à payer mes fournisseurs? Ainsi de suite. Gérer la continuité de l'activité, c'est s'attendre à l'inattendu. Voilà. Voilà la contradiction qu'il y a dans ce domaine du risk management. On doit s'attendre à l'inattendu, c'est-à-dire qu'on doit essayer de se prémunir contre des choses dont on ne sait même pas si elles vont arriver, dont on ne connaît même pas la teneur. Voilà. Je parie qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui auraient pu imaginer qu'une pandémie pouvait mettre tout le monde entier en chômage technique, comme l'a fait le coronavirus. Alors, la probabilité qu'une catastrophe se produise, elle est très faible, mais elle peut arriver à tout moment et les conséquences peuvent être terribles. En Angleterre, il y a une étude qui a ressorti que 50% d'entreprises qui n'ont pas mis en place de plan de continuité d'activité
lorsqu'elles subissent une catastrophe, elles disparaissent. Voilà, c'est aussi simple que ça. 50%. À la suite, parfait. Maintenant qu'on est un peu dans les stratégies de déconfinement partout dans le monde, vous vous êtes certainement rendu compte que plein d'entreprises annoncent les faillites chaque jour. Les restaurants, les hôtels, les sociétés de tourisme, même les compagnies aériennes, voilà. Tous sont en train de déclarer la faillite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plan de continuité d'activité. Mais cela ne veut pas dire que le plan de continuité d'activité est une panacée. Hein. Voilà, on peut se retrouver dans une situation où vraiment on ne peut rien faire. Et là, à l'impossible, nul n'est tenu, comme on dit souvent. Quels sont donc les grands types de sinistres qui entrent dans la gestion du plan de continuité d'activité? On a d'abord les sinistres physiques, c'est-à-dire l'incendie, les inondations, les explosions, les effondrements. Lorsque mon usine sera incendiée, qu'est-ce que je mets en place pour continuer à servir mes clients, pour continuer à produire mon produit? C'est ça. En cas d'inondation, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les mesures que j'ai prises pour continuer à exercer mon activité? Les événements naturels aussi, c'est les autres types de sinistres. Ça peut être des phénomènes climatiques, comme les cyclones, voilà, qui va venir vous griller vos équipements, les tempêtes, un raz de marée qui vous empêche de circuler normalement dans votre ville pour accéder à vos lieux de service. L'autre type de sinistre, voilà, les pandémies. Très peu d'entreprises se penchent souvent sur les pandémies. Hein? Ça, il ne faut pas que quelqu'un vienne vous tromper. Très peu d'entreprises prévoient le risque de pandémie. Donc, la perte de services essentiels, par exemple, peuvent aussi créer un problème. Lorsqu'on vous parle d'une défaillance de la climatisation, je suis, par exemple, une poissonnerie. Il n'y a pas eu de catastrophe naturelle, il n'y a pas eu d'incendie, mais tout d'un coup, les congélateurs ne fonctionnent plus. Ça, c'est un problème parce que ça, c'est un service essentiel. Si les poissons ne peuvent pas être conservés au froid, alors ça, c'est un problème pour ma société. Les défaillances techniques, la compromission des informations, lorsque c'est par exemple le cas d'un programme informatique qui peut comporter une erreur et qu'on ne détecte pas aussitôt. Et du coup, ça peut vous créer toutes sortes de problèmes. Surtout aujourd'hui, on est dans un environnement extrêmement numérisé. Et en fin de compte, les actes de malveillance. Voilà, vous pouvez être victime d'une casse, vous pouvez être victime d'une... Ça peut même être une erreur qui a causé une défaillance, ainsi de suite. Pour ne pas subir tous ces événements dont on vient de parler, il faut savoir anticiper. C'est-à-dire se préparer à froid pour bien réagir à chaud. Ça veut dire quoi, se préparer à froid? Ça veut dire, malgré qu'actuellement, on n'est pas en train de vivre un sinistre, on organise des sortes de stress tests, voilà, c'est comme ça qu'on appelle les stress tests, pour se rassurer que lorsque l'événement va vraiment survenir, l'entreprise va pouvoir y faire face. Donc, par exemple, je me dis, voici mon bâtiment, s'il y a un incendie, comment est-ce que je me comporte? Alors, on organise carrément des simulations d'incendie au cours duquel on forme le personnel, on forme les équipes à réagir face à la situation. C'est ça qu'on appelle des stress tests. Très peu d'entreprises aujourd'hui, même en Guinée, le font. Et ce qui est bien évidemment dangereux parce qu'après, on va se retrouver dans des situations où un sinistre va nous entraîner des morts d'hommes, un sinistre va causer plus de dégâts qu'il n'aurait causé si on avait mis en place certaines mesures. Alors, qu'est-ce qu'on entend par management de la continuité d'activité? C'est un processus global qui consiste à identifier les risques qui sont susceptibles de menacer l'entreprise, d'une part. Ensuite, élaborer un cadre qui permet de construire la résilience. La résilience, c'est-à-dire la capacité
à supporter les moments difficiles. Développer les aptitudes à réagir en temps opportun. Parce qu'en période de crise, généralement, il faut savoir prendre les décisions très rapidement, les bonnes décisions et très rapidement, de façon à sauvegarder les intérêts de l'entreprise. Voilà ce que c'est que la continuité de l'activité. Identifier les risques qui menacent l'organisation, qui menacent l'entreprise, mettre en place des mécanismes pour faire face à ces risques et y réagir de façon efficace, de façon à sauvegarder les intérêts de la société. Alors, les mots qui sont les plus importants, c'est quoi? Lorsqu'on dit que c'est un processus global de management, ça veut dire que c'est une question qui intéresse le sommet de l'entreprise. Alors, c'est pour ça que le séminaire, le webinaire porte principalement à l'attention des dirigeants des PME. Parce que c'est une démarche qui doit être initiée par les patrons de la société. Si les patrons ne veulent pas qu'il y ait de continuité d'activité, alors il n'y aura pas de continuité d'activité. Lorsqu'on parle de la résilience des ressources, c'est la capacité des ressources à continuer de fonctionner en temps difficile. Et il faut développer l'aptitude à réagir opportunément. Prendre les bonnes décisions rapidement, comme je le disais. Maîtriser la situation pour limiter les dégâts. Parce que le problème aussi, lorsqu'on n'a pas mis de plan de continuité d'activité, c'est que dès que la crise survient, comme on ne s'est pas préparé, on prend une succession de mauvaises décisions rapidement, à la hâte, et en fin de compte, on se retrouve coincé. Quand on parle de la sauvegarde des intérêts de l'entreprise, c'est simplement de se rassurer que même en période difficile, l'entreprise continue à produire de la valeur ajoutée. Alors, comment se fait la gestion de la continuité de l'activité? Nous avons essayé de résumer ça en quelques étapes. La première chose, c'est qu'il faut d'abord maîtriser l'activité de l'entreprise. Et je tiens à préciser que tout ceci intervient une fois que j'ai déjà identifié mes risques. J'ai identifié les risques, je les ai évalués, je les ai hiérarchisés. Maintenant, je dois connaître l'activité de l'entreprise, c'est justement connaître tous les risques qui peuvent empêcher à l'entreprise de fonctionner. Ensuite, je dois définir une stratégie de continuité. Voilà. La stratégie de continuité d'activité, c'est quoi? Lorsqu'on parle de définir une stratégie, c'est quelque chose d'assez simple. Prenons un exemple. Je suis, par exemple, une société d'assurance. J'ai un logiciel d'exploitation qui me permet de produire mes contrats d'assurance. Au cas où le logiciel venait à cracher, comment est-ce que je fais pour continuer à produire mes contrats? La stratégie peut être simplement d'avoir un deuxième serveur informatique localisé sur un autre site et qui va me permettre de basculer mes données dans ce nouveau serveur pour continuer à produire mes contrats en attendant que le serveur principal ne soit réparé. Je suis une société de transport, par exemple. Si tous mes camions sont garés au parc et qu'un matin, il y a un incendie qui me brûle tous les camions, pourtant j'ai des clients dont je dois transporter la marchandise aujourd'hui. Quelle est la stratégie que je mets en place pour continuer à satisfaire ces clients? Alors, je peux dire, il y a une entreprise qui vend les camions, je peux signer un contrat de location des camions avec cette entreprise-là pour que si un matin tous mes camions sont indisponibles, celui-là puisse directement prendre le relais en m'accordant des traitements de faveur, par exemple. Et là, je signe un contrat de partenariat avec la dite société pour la location de ces camions en cas de difficulté. Voilà, par exemple, une stratégie pour ce type d'entreprise. Je suis une entreprise de BTP.
qu'est-ce qui peut arriver si je gagne plusieurs marchés à la fois alors que je n'ai pas suffisamment de matériel pour me situer dans tous les coins? Je peux signer un contrat de sous-traitance avec une autre entreprise de BTP pour qu'au cas où je me retrouve sur plusieurs fronts à la fois, cette entreprise-là puisse prendre le relais et travailler comme si c'était moi. Voilà un peu ce qu'on appelle les stratégies. Et vous comprenez donc que pour pouvoir élaborer ces stratégies, je dois déjà avoir au départ identifié un certain nombre de situations extrêmes qui peuvent m'arriver. Une fois que j'ai toutes ces stratégies, j'élabore le plan de continuité d'activité. C'est quoi le plan de continuité d'activité? C'est simplement un document qui recense toutes les situations que j'ai identifiées, toutes les situations extrêmes que j'ai identifiées et les stratégies que j'ai rattachées à chacune de ces situations-là. Donc, situation 1, tous mes camions ont pris feu le matin. Stratégie de gestion, voici ce que je fais. Je vais par exemple louer les camions de la société Y, ainsi de suite. Je consigne ça dans un document, ce qui fait en sorte que même si je ne suis pas là, toute personne qui se retrouve dans l'entreprise peut y avoir accès et déployer rapidement le plan sans attendre l'intervention de qui que ce soit. Ensuite, il faut développer une culture de gestion de la continuité d'activité au sein de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Il ne sert à rien d'avoir un bon document sur la continuité d'activité, il ne sert à rien d'avoir identifié tous ces risques si on n'a pas soi-même la culture. Et j'insiste sur le problème de culture parce que ce que j'ai remarqué chez nous en Afrique, généralement, les entrepreneurs ne s'intéressent pas du tout à la gestion des risques. Ils agissent comme si le monde leur appartenait, comme s'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, alors que la réalité du business, c'est que tout n'est fait que de risques. Il n'y a que des risques dans ce que nous faisons. Chaque jour, lorsqu'on se lève, on doit faire face à un risque. Donc, on ne peut pas aujourd'hui concevoir une entreprise sans développer une culture du risque et de continuité d'activité. Donc, pour ça, il faut faire recours à la formation. Il faut former les employés. Il faut même organiser des sessions, comment je peux dire, de stress test, voilà, où on met les employés, le personnel dans une situation difficile et on voit comment ils vont réagir. Voilà. C'est un peu comme les entraînements. Voilà, voilà le terme. C'est un entraînement. Il faut se préparer à faire face à la difficulté. Par exemple, aujourd'hui, lorsque j'ai un problème pour le paiement de mes salaires, cela peut me pousser à dire, OK, lorsque je vais réaliser le bénéfice à la fin d'un exercice, je constitue une réserve qui peut me permettre de faire face à des problèmes de paiement dans le futur, à des tensions de trésorerie. Voilà. Parce que si je me retrouve en tension de trésorerie, il y a les employés qui ne vont pas comprendre qu'il n'y a pas d'argent, il y a les fournisseurs qui ne vont pas comprendre qu'il n'y a pas d'argent, ainsi de suite. Donc, alors, si je peux avoir une réserve ou alors je peux faire des placements liquides, c'est-à-dire des investissements où je peux avoir accès à la liquidité facilement, voilà par exemple une stratégie pour continuer l'activité de l'entreprise sur le problème du risque de tension de trésorerie. Alors, développer la culture, c'est inculquer sans cesse au quotidien à toutes les parties prenantes de l'entreprise les notions de gestion des risques. Et une fois que j'ai fait cela, je dois faire des tests. Est-ce que le plan de continuité d'activité que j'ai mis en place est efficace? Il faut faire un test. Si par exemple, j'ai dit que lorsque le serveur informatique va crasher, je vais aller me connecter sur un serveur B qui est positionné dans une autre entreprise, alors un matin, je fais une simulation. On fait une simulation selon laquelle le serveur principal a craché et on teste la réactivité du nouveau serveur sur lequel j'ai prévu de me connecter. Ce n'est que comme ça qu'on fait le test et on va se rendre compte de quelques défaillances et on ajuste.
La continuité d'activité peut aussi intervenir même en termes de fourniture. C'est-à-dire, vous avez celui qui vous fournit la matière première. Il peut arriver qu'une entreprise, et ça c'est le problème de beaucoup de PME, qui ont un seul fournisseur, par exemple, pour la matière première. Que se passe-t-il si ce fournisseur, aujourd'hui, est incapable de vous donner le matériel dont vous avez besoin? S'il ne vous fournit pas cette matière première, automatiquement, votre société va se retrouver en situation d'arrêt d'activité. C'est donc pour éviter ça que vous devez avoir normalement d'autres fournisseurs avec qui vous avez déjà des conventions, vous avez déjà négocié des prix et qui peuvent prendre le relais en cas de défaillance de votre fournisseur principal. Donc, voilà un peu globalement ce qu'on appelle stratégie, comment se gère la continuité de l'activité. Lorsque donc je parle de la connaissance de l'entreprise, c'est que dans un document, j'ai recensé la totalité des activités de l'entreprise, j'ai identifié les activités critiques, parce que dans toute entreprise, il y a une activité critique, c'est-à-dire ces activités que si elles s'interrompent, la société ne fonctionne plus. Par exemple, si je suis une boulangerie, si mes fours ne peuvent plus marcher, alors je ne peux plus avoir de quoi vendre des vins. Si je suis une entreprise de transport, si je n'ai plus de camion, je ne peux pas transporter les marchandises des vins. Si je n'ai pas de chauffeur, je ne peux pas transporter les marchandises des personnes. Ensuite, il faut recenser toutes les ressources nécessaires au fonctionnement des dites entreprises. Là, ici, on est déjà en train d'entrer de façon détaillée dans comment est-ce qu'on fait un plan de continuité d'activité. Donc, lorsque j'identifie les ressources nécessaires au fonctionnement d'une activité critique, c'est pour pouvoir constituer des réserves en termes de ressources pour cette activité critique. Après avoir recensé effectivement la totalité des activités de l'entreprise, comme on a dit, il faut justement identifier les activités critiques. Ça aussi, on l'a déjà dit. Sauf que ce qu'on a précisé de dire, c'est que lorsque j'identifie une activité critique, l'objectif est d'identifier quel peut être l'impact de l'interruption de cette activité critique sur mon activité. Donc, à ce moment, je dois apprécier, par exemple, les contraintes réglementaires. Qu'est-ce que la réglementation dit par rapport à cette activité? Quel peut être l'impact réglementaire de cette activité ou de l'interruption de cette activité sur mon business? Je dois bien évidemment appréhender les risques. Et une fois que j'ai recensé les ressources qui sont nécessaires pour le fonctionnement de cette activité, je dois les quantifier et savoir constituer des réserves pour les maintenir en fonctionnement à un niveau acceptable. Je dois ensuite identifier les points de dépendance. Dépendance, c'est-à-dire des endroits où je ne suis pas maître de moi-même. Et une fois que j'ai identifié ces points de dépendance, je cherche les moyens de contournement possibles pour continuer à travailler. J'ai sauté les autres slides pour venir rapidement sur ce point qui est le résumé un peu de l'analyse d'impact, étant entendu qu'on a détaillé suffisamment cette partie-là. Il est question simplement d'examiner l'ensemble des niveaux de fonctionnement de l'entreprise. Alors, je dois avoir une stratégie et une vision. Je dois connaître l'organisation. Alors, je dois mettre en place une organisation. Je dois pouvoir agir sur la continuité de mes processus. Je dois aussi pouvoir agir sur la continuité des applications et des données qui sont, que j'utilise. Parce que voilà les différents niveaux de fonctionnement de l'entreprise. Et c'est sur chacun de ces niveaux qu'il faut garantir une certaine continuité. La partie technologique, c'est-à-dire tous les instruments qui me permettent, voilà, les instruments technologiques, ça peut être les ordinateurs, ça peut être ceci. Comment est-ce que je garantis une continuité? Ensuite, les sites sur lesquels l'entreprise est située.
Quels sont les sites de repli, par exemple? Donc, en gros, la continuité d'activité doit me permettre de maintenir ma stratégie et ma vision, de maintenir l'organisation qui est en place dans ma société, de maintenir les processus que j'ai définis pour faire fonctionner ma société, de garantir la disponibilité de mes applications et de mes données, donc de la sécurisation de cela, de garantir la disponibilité de mes équipements technologiques et de garantir aussi la disponibilité d'un site où je peux continuer à travailler en cas de péril. Donc, vous avez donc compris que lorsque je suis dans le management de la continuité d'activité, c'est de partir dans chacun de ces niveaux, identifier les événements critiques qui peuvent leur porter atteinte et mettre en place des mesures de sauvegarde. Comment est-ce que je fais pour sauvegarder mon organisation? Vous allez voir par exemple que les entreprises pendant la crise du coronavirus ont identifié des personnes clés à qui on a accordé des moyens particuliers pour continuer à travailler pendant que la crise est en train de se dérouler. Et il y a des personnes aussi qui sont non essentielles. On prend des mesures pour les sécuriser quelque part afin de réduire les risques. C'est pareil pour les processus. En période de crise, par exemple, tous les processus ne sont pas critiques. On n'a pas besoin de tout le monde pour pouvoir, par exemple, si on revient à notre cas de la boulangerie, le processus de fabrication du pain, par exemple, il est critique, mais par exemple, avoir des hôtesses dans la boulangerie pour présenter les produits aux clients, ce n'est pas critique. À ce moment, on peut dire, OK, toutes les hôtesses vont rester en confinement et on va fonctionner seulement avec les processus qui restent critiques pour la société. Une fois que j'ai fait ça, je dois donc définir le délai maximum supportable du non-fonctionnement. C'est-à-dire qu'aucune entreprise aujourd'hui ne peut fonctionner en mode dégradé de façon indéfinie. Il faut pouvoir se dire, OK, ma période de continuité d'activité peut durer combien de temps? Et au bout de cette période, il faudrait que je puisse déjà avoir rétabli la situation de façon à retrouver un niveau d'activité normal. Voilà pourquoi il est très important d'intégrer le facteur temps, parce que ça vous permet d'évaluer le délai de la reprise de vos activités et le degré de fraîcheur de vos données. Bon, l'identification et l'évaluation des risques, ça, on en a déjà parlé, parce que c'est aussi la continuité de l'activité étant un pan de la gestion des risques. Lorsque j'ai élaboré mon plan de continuité d'activité, certains risques, je peux par exemple décider de les transférer. Je peux par exemple même décider de les éviter en supprimant l'activité essentielle. Je peux décider de souscrire un contrat d'assurance qui va me couvrir, par exemple, pour les pertes d'exploitation, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour ce qui est de la stratégie de gestion de la continuité d'activité, il est question de ressortir en fait les méthodes et les moyens qui permettront à l'entreprise de maintenir son fonctionnement en cas de situation difficile. Cela découle bien évidemment de l'analyse d'impact qu'on a fait plus haut. Quelques exemples de stratégies. Je peux avoir une stratégie de réorganisation des activités au sein de l'entreprise. Une autre stratégie est la relocalisation des activités sur d'autres sites géographiques. Par exemple, si j'ai un incendie sur mon site principal, je m'en vais sur un site secondaire pour les sociétés qui ont plusieurs agences, qui ont plusieurs bureaux. Je peux avoir des sites de secours chez un autre hébergeur. Je peux recourir au travail à distance, par exemple. Je peux avoir ce qu'on appelle des installations mobiles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des points. Si je veux prendre un exemple, vous allez voir des entreprises qui commencent à commercialiser leurs produits en utilisant, par exemple, un camion.
qui peut se déplacer. D'accord? Donc, si je n'ai pas de site de repli, je peux aménager un camion ou un van. Et je dis, OK, je le gare quelque part, je fonctionne. S'il y a un problème, je peux le déplacer et l'amener sur un autre point, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, les accords d'assistance réciproque. Ça, c'est des accords qui peuvent exister entre plusieurs entreprises qui exercent dans le même secteur d'activité. Le stockage de mes produits en dehors du site. C'est-à-dire, aujourd'hui, il devient risqué, par exemple, pour une industrie, de stocker sa matière première sur le même lieu où se trouvent les machines qui servent à la transformation, par exemple. Parce qu'un seul événement va venir non seulement détruire votre stock, mais en plus, ça va détruire les machines qui servent à la production et c'est donc une perte un peu plus colossale. Je peux m'approvisionner un peu plus. C'est autant de stratégies qu'on peut mettre pour garantir que l'activité continue. Voilà. Je peux m'approvisionner. Si c'est un problème de matière première, j'ai l'habitude d'acheter 100 tonnes d'intrants. Aujourd'hui, je décide d'acheter 300 tonnes parce que je prévois que si jamais il y a rupture chez le fournisseur, que je puisse au moins avoir une capacité de production avec les 2 autres tonnes, les 2 autres centaines de tonnes. La stratégie de gestion des processus, qui consiste généralement à donner des différentes options de gestion de continuité de notre activité. Il est donc question, en fonction du délai de reprise, de prendre, de faire, comment je peux dire ça, de prendre une décision. Si le délai de reprise est court, par exemple, alors je peux dire, je patiente que je remette en scène mes activités et puis je me retrouve, et puis je reprends normalement. Si le délai de reprise est long, alors je peux faire recours à l'une des stratégies. Par exemple, la relocalisation des ressources humaines peuvent se retrouver en train de travailler en télétravail. Je peux mettre en place une continuité d'un processus d'approvisionnement, donc d'une chaîne de production. Mais pour ce qui est des PME et des PMI, il faut toujours combiner les stratégies globales et les stratégies locales parce que généralement, les PME n'ont pas beaucoup de sites, les PME ne sont pas très costauds. Donc, les stratégies globales et les stratégies locales sont les mêmes choses. Stratégies globales, c'est-à-dire celles qui sont initiées au niveau du top management de la société et les stratégies locales, c'est celles qui sont prises par les unités de production plus bas. Bon, lorsque la société est petite, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs stratégies, chacune séparée, quoi. Alors, pour ce qui est de la stratégie de restauration des ressources informatiques, quelles sont les options qui s'offrent à nous? Par exemple, la duplication technologique, c'est-à-dire avoir plusieurs salles informatiques, par exemple, avec des machines qui sont dupliquées. Bon, c'est vrai que ça a un coût trop élevé. On peut, par exemple, procéder à une restauration chez un hébergeur tiers à partir des sauvegardes. Ça, c'est du langage purement informatique. On peut externaliser, voilà, nos données, c'est-à-dire la conservation de nos données chez un hébergeur externe. Ça, c'est une stratégie qui consiste à transférer le risque ailleurs. Ou alors, on peut simplement procéder à la mise en place d'une infrastructure de secours. Mais ça, c'est un projet qui est considéré comme étant un projet à part entière. Voilà, c'est quelques exemples comme ça qu'on donne en termes de stratégie de ressources informatiques, de restauration des ressources informatiques, mais qui seront à chaque fois adaptés en fonction de la complexité de l'entreprise au sein de laquelle on se trouve. Ce n'est pas forcément les mêmes stratégies qui peuvent être adoptées par toutes les entreprises qui font face à une situation de péril. Alors, l'élaboration du plan de continuité d'activité, on ne va pas on va pas beaucoup s'attarder dessus. C'est comme je vous l'ai dit, il s'agit simplement d'un document qui a recensé toutes les situations de péril auxquelles l'entreprise peut faire face et qui, pour chacune des situations, a donné des plans B. Voilà, si on peut se résumer ainsi.
À chaque situation, voici ce que je fais. À chaque situation, et cela donne un document qui est généralement volumineux et qui est distribué à l'ensemble des parties prenantes afin que ces dernières sachent exactement quoi faire lorsqu'elles sont en situation de péril. La continuité d'activité renvoie généralement à, lorsque j'ai élaboré mon plan de continuité d'activité, il se pose la question de la gestion proprement dite de la crise. En cas de crise, comment est-ce que je me comporte? Premièrement, je dois, dans mon plan de continuité d'activité, créer des cellules de crise, c'est-à-dire identifier des personnes qui sont considérées comme étant des points focaux en matière de gestion de crise au sein de la structure. Et ces personnes sont celles qui sont justement chargées de la mise en place du plan de gestion de crise. Donc, il faut toujours avoir un point focal de la gestion de crise au sein de l'entreprise, enfin un ou plusieurs points focaux qui sont considérés comme des cellules. C'est eux qui participent à la prise de décision et qui sont responsables de la mise en place des plans de gestion de crise. Voici donc quelques rôles et responsabilités de la cellule de gestion de crise. Donc, la prise des mesures immédiates, l'évaluation de la situation, la détermination des actions à mener, la coordination des opérations, la mise en œuvre des décisions, en fait, la surveillance et la mise en œuvre des décisions, la communication et l'information de la hiérarchie. Bon, ici, nous sommes mis dans l'hypothèse d'une cellule de crise locale, c'est-à-dire vous avez votre société dans une ville et qui a des bureaux ou des agences dans d'autres villes. Bon, chaque agence a une cellule de crise locale qui va rendre compte maintenant à la cellule de crise centrale. Alors, en cas de crise, il faut toujours avoir une procédure d'alerte parce que l'alerte est nécessaire et ça doit ressortir dans le plan de continuité d'activité. C'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on signale que nous sommes en situation de crise et qui doit signaler, qui doit donner l'alerte? Donc, c'est une procédure d'alerte qu'on écrit dans le plan de continuité d'activité et qu'on enseigne à toutes les ressources qui sont concernées de façon à ce que lorsque cette procédure est enclenchée, ils puissent comprendre que, OK, la société est en train de vivre une crise, voici comment on doit se comporter. Donc, l'objectif d'une procédure d'alerte, c'est justement de pouvoir mobiliser rapidement et au bon niveau les différentes cellules de crise. C'est aussi de pouvoir coordonner la détection et la communication afin de réagir de façon plus efficace face au sinistre. Elle permet également, aux différents niveaux hiérarchiques, de mener des actions de première urgence, parce que dans la procédure d'alerte, on doit quand même dire ce qu'on fait lorsqu'on est en situation d'urgence. Et un plan d'alerte doit être opérationnel 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'à tout moment, on doit pouvoir déclencher la procédure d'alerte pour signifier que l'entreprise est dans une situation de crise. Bon, ceci, c'est par exemple le schéma d'alerte en cas de sinistre sur un bâtiment. Donc, vous verrez que lorsque le bâtiment prend feu, par exemple, on a imaginé deux situations. La première situation, si l'événement n'est pas très grave, on va signaler le point central qui est chargé de la sécurité et lui, il va prévenir les secours pour que les secours viennent, par exemple, les secours, ça peut être les pompiers qui vont venir rapidement éteindre le feu. De l'autre côté, il faut alerter le responsable de l'établissement local qui, lui, va mobiliser la cellule de crise locale, qui, elle, va saisir la cellule de crise informatique et tous communiquent entre elles avec la cellule de crise générale. Bon, ça, c'est un exemple qui n'est pas forcément adapté à toutes les structures, mais c'est juste un modèle de plan d'alerte qui permet quand même de faire savoir qui
alerte qui? Ce n'est pas tout le monde qui doit se mettre à passer un coup de fil, ce n'est pas tout le monde, ainsi de suite. Pendant qu'on est dans la gestion de la crise, il faut mettre en œuvre les plans qui ont été prévus. Quels sont donc les exemples de documents qu'on utilise pendant la gestion de crise? Par exemple, il faut prévoir une fiche de fonction pour chaque membre de la cellule de crise. Il faut avoir un journal de bord. Le journal de bord, c'est celui qui permet de ressortir toutes les actions qui ont été faites, tout ce qui est en train d'être fait. On doit bien évidemment pouvoir identifier toutes les personnes qui sont membres de la cellule de crise avec les numéros de téléphone pour pouvoir être contactés en cas de besoin. Pour chacun des scénarios qu'on a identifiés dans le plan de continuité d'activité, on doit avoir une checklist, c'est-à-dire une checklist des différentes actions qu'on va mettre en place sur chaque scénario. Donc, qu'est-ce que je fais pour ce scénario? Qu'est-ce que je fais pour cet autre scénario? Les numéros de téléphone des personnes concernées doivent être disponibles. D'accord? Bon, si on utilise un mode opératoire comme celui que nous sommes en train d'utiliser actuellement, à savoir la visioconférence, on doit avoir le numéro de la conférence téléphonique qui doit être disponible. On doit avoir le plan du site s'il est nécessaire, par exemple, de procéder à une évacuation. Ça, c'est un ensemble de documents qui doivent être disponibles pour pouvoir permettre la mise en place rapide des actions de gestion de crise. Ça, c'est des compléments qui doivent figurer dans le plan de continuité d'activité. Donc, le plan de communication, on ne va pas revenir. Le plan de gestion sociale, c'est comment est-ce que je vais accompagner le personnel pendant la crise. Tout ça, c'est des points qu'on aborde dans le cadre du plan de continuité d'activité. Comment est-ce que je gère mon personnel? Qui est-ce que j'envoie en repos? Qui est-ce que je conserve? Ainsi de suite. Le plan de reconstitution de l'environnement de travail. Puisque tout à l'heure, on a parlé par exemple, de la relocalisation sur un nouveau site. Une fois que j'ai dit que je vais me relocaliser sur un nouveau site, ce n'est pas suffisant. Je dois carrément définir qu'est-ce que je dois faire pour que le nouveau site sur lequel je me replie prenne toutes les allures d'un environnement de travail pour permettre à tout le monde de travailler dans de bonnes conditions. Donc, je dois chercher quels sont les locaux, quels sont les moyens, comment est-ce que je vais impliquer les collaborateurs, quelles seront les tâches de chacune des personnes. Ça, le plan de continuité des métiers, bon, on en a déjà suffisamment parlé lorsqu'on parlait des mesures de sauvegarde. Alors, l'un des points importants dans la continuité d'activité, c'est la continuité informatique et des télécommunications. Bon, c'est un point qui est souvent intéressant parce que c'est souvent les informaticiens eux-mêmes qui se chargent et généralement, ils le font même au préalable parce que, bon, en tant que technicien, ils préparent ce genre de situation longtemps avant que ça ne revienne. Mais seulement, il faut toujours se rassurer que les plans qui ont été mis en place sont adaptés aux exigences du métier. La mise en œuvre d'une infrastructure de secours, par exemple, c'est un projet à part entière qu'il faut mettre en place avec l'infrastructure technique en adéquation avec les stratégies globales du métier. Il faut définir carrément des procédures qui vont permettre de rendre opérationnelles toutes les solutions techniques. Par exemple, comment est-ce qu'on va basculer les plateformes, comment est-ce qu'on va charger et restaurer les données, comment est-ce qu'on va basculer le réseau et les télécoms. Ça, c'est un plan qui est géré par les informaticiens. Ça concerne les entreprises qui ont un recours important à la technologie pour travailler et qui dépendent énormément de la technologie. Voilà quelques exemples de comment le faire. Bien évidemment, on va voir avec le personnel de la BSTP pour pouvoir vous envoyer des modèles de plans de continuité d'activité pour que vous puissiez les adapter chacune à vos entreprises. On va pouvoir vous envoyer ça par mail. Alors,
développer une culture de management de la continuité d'activité, c'est déjà ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est simplement de former le personnel, de mettre en place des campagnes de sensibilisation, de réaliser ces formations et d'évaluer, de mesurer les résultats, pour se rassurer qu'effectivement les gens sont en train d'acquérir les notions qu'on veut qu'elles maîtrisent en cas de survenance d'un péril. Et enfin, lorsqu'on parle de tester et maintenir, c'est simplement que il ne faut pas attendre que l'événement survienne pour se rassurer de si son plan de continuité d'activité est efficace ou pas. Il faut tout le temps mettre la société dans des situations, organiser des simulations pour se rassurer que si l'événement vient à se produire réellement, je serai capable d'y faire face de façon efficace. Bon, on a voulu prendre la même démarche pour ce qui est de la gestion des services externalisés. Bon, c'est à peu près pareil. On va pas s'attarder, sauf un point précis qui est important, c'est de se rassurer que les personnes chez qui j'ai sous-traité mon activité, eux aussi, ils ont un plan de continuité d'activité. Parce que ce serait tellement dommage de dire que pour garantir la continuité de mon activité, par exemple, pour garantir la continuité pour une société de transport, pour garantir que je vais continuer à accompagner, à transporter les marchandises de mes clients, j'ai décidé de sous-traiter le transport à une entreprise qui vend les camions. Peut-être j'ai décidé de louer quelques camions en cas de difficulté. Il faut que je me rassure aussi que l'entreprise chez qui je souhaite aller louer les camions dispose d'un plan de continuité d'activité pour être capable de me servir si je suis dans le besoin. Voilà. C'est pour ça que pour ce qui est de la partie des activités externalisées, il est question pour moi, PME, d'interroger celui chez qui j'ai sous-traité mon activité pour me rassurer que lui aussi sera capable de continuer. Parce que s'il ne le fait pas, le risque va retomber sur moi. Et c'est un problème d'image auquel je vais devoir faire face. Très bien. Donc, s'il faille donc résumer la gestion de la continuité d'activité, c'est quoi? C'est simplement la mise en place d'un ensemble de moyens et de ressources pour garantir le bon fonctionnement, ou en tout cas pour garantir la sauvegarde des intérêts de l'entreprise en situation difficile. Pour pouvoir y arriver, je dois donc pouvoir identifier toutes les situations difficiles auxquelles peut faire face l'entreprise. Ensuite, définir quels sont les moyens que je dois mettre en place pour rétablir le fonctionnement de la société. Et enfin, évaluer en testant chaque fois le plan que j'ai mis en place. Tout cela doit se matérialiser dans le cadre d'un document qui est rédigé au sein de l'entreprise par le top management et qui est connu par tous les employés, qu'on appelle le plan de continuité d'activité. Alors, dans le cadre de toute cette gestion des risques et de continuité d'activité, je peux être appelé à sous-traiter un risque, c'est-à-dire, par exemple, à transférer un risque auprès d'une compagnie d'assurance. C'est de dire aujourd'hui, lorsque je veux transférer un risque auprès d'une compagnie d'assurance, je ne dois pas le faire de façon... voilà, ça ne doit pas être fait de façon fortuite comme cela. Il y a toute une analyse qu'on fait pour pouvoir souscrire des contrats d'assurance qui sont adaptés aux risques que j'ai identifiés, ce qui me permet de ne pas payer des assurances trop chères ou alors de ne pas payer les assurances trop moins chères et enfin ne pas être couvert. L'objectif ultime de tout ceci, c'est de pouvoir souscrire à des polices d'assurance qui sont taillées à la mesure de ma société. C'est pour ça que lorsque je suis une PME, je vais me poser la question de savoir comment est-ce que je vais réparer les dommages
que je cause à mes clients ou aux tiers du fait de mon activité, parce que ça, c'est un risque que je cours. Lorsque j'exerce mon activité, je peux causer un dommage à autrui. Par exemple, si j'ai un restaurant, quelqu'un peut consommer le repas que je propose et il attrape une intoxication alimentaire. Je suis une société de transport. Lorsque je suis en train de transporter la marchandise, je peux endommager la marchandise de mon client, tout comme je peux renverser un enfant sur le chemin. Alors, comment est-ce que je vais faire pour réparer ces dommages sans que ce ne soit coûteux sur moi? Ensuite, si je livre mon produit à quelqu'un et que ce produit-là, par exemple, ne puisse pas satisfaire les attentes de ce client et que ce client porte plainte, par exemple, contre moi, comment est-ce que je vais prendre en charge les différents dommages qui incombent? Est-ce qu'il existe des assurances pour garantir la pérennité de mon entreprise? Par exemple, lorsqu'on parle de continuité d'activité, le problème qui s'est posé pendant, par exemple, la crise du coronavirus, c'est que j'ai une entreprise, j'ai un loyer que je vais payer, le bailleur ne va pas savoir qu'il y a crise de coronavirus, par exemple. Donc, lui, il attend que je dois payer. Les salariés attendent que je dois donner leur salaire. En fin de compte, j'ai un certain nombre de charges fixes auxquelles il faut faire face. Mais si l'activité n'est pas en train de continuer, comment je vais donc pouvoir y faire face? Est-ce qu'il existe donc un contrat d'assurance pour pouvoir me couvrir contre ça? Alors, est-ce que si j'ai un sinistre, est-ce que je vais me faire rembourser? Ça, ce sont les questions que beaucoup de PME se posent, que beaucoup de PME doivent se poser. Quelles sont les assurances essentielles dont j'ai besoin? Et comment est-ce que je dois me comporter lorsque je fais face à un sinistre? La réponse à toutes ces questions se trouve dans ce qu'on appelle un programme d'assurance. Lorsque j'ai fait ma gestion des risques, lorsque j'ai identifié mes risques, je les ai évalués, je les ai hiérarchisés, j'ai mis en place un plan de continuité d'activité. Je dois pouvoir définir un programme d'assurance qui permet de prendre en charge toutes les situations que moi-même je ne peux pas supporter. Et le programme d'assurance, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble des polices d'assurance qu'une PME doit souscrire pour être suffisamment couverte contre les risques auxquels elle est exposée. En temps normal, c'est un document qu'on doit concevoir au sein de l'entreprise et on soumet simplement à l'assureur, on lui demande une couverture spécifique pour ce qui est prévu dans le document. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les entreprises PME, elles vont se lever, elles vont aller souscrire toutes les assurances. On va dire assurance automobile, elles souscrivent, assurance incendie, elles souscrivent, assurance de ceci, elles souscrivent, alors qu'elle n'est même pas sûre qu'elle avait besoin de ces assurances-là. Voilà pourquoi il y a un travail préalable qu'il faut faire pour identifier exactement ce dont on a besoin. Et c'est ça qu'on doit demander à l'assureur lorsqu'on se présente devant lui. L'audit des assurances de l'entreprise, c'est ce que nous, les compagnies d'assurance, nous faisons. C'est simplement l'évaluation des risques de votre entreprise et la confrontation avec votre programme d'assurance pour se rassurer que celui-là, ce programme d'assurance est en adéquation avec les risques auxquels vous êtes exposés. L'objectif de l'audit des assurances de l'entreprise, c'est d'optimiser. Aujourd'hui, le partenariat que nous avons mis en place avec la BSTP impose à la SAR Assurance d'accompagner les PME dans l'optimisation de leur police d'assurance. D'une part, cela va consister à s'assurer que le programme d'assurance est un programme sur mesure, c'est-à-dire bénéficier de la plus grande couverture d'assurance possible au prix le plus bas. Voilà. Voilà l'objectif de l'audit des assurances d'une entreprise. Bénéficier de la meilleure couverture au prix le plus bas. Parce qu'on entend souvent les PME dire les assurances c'est trop cher, les assurances c'est trop cher. Non, ce n'est pas cher. C'est juste que vous avez souscrit probablement des contrats dont vous n'avez pas besoin. Vous avez souscrit des garanties dont vous n'avez pas besoin. Si vous souscrivez exactement ce dont vous avez besoin, vous allez payer
le juste prix. Alors, comment est-ce que nous, on vous accompagne? Enfin, ce qu'il faut d'abord éviter de faire, beaucoup de PME aujourd'hui se disent que, OK, pour ne pas payer les assurances trop chères, je réduis le montant du capital à assurer. Il a un camion qu'il a acheté à 400 millions, mais il vient demander à l'assureur d'assurer juste pour 50 millions, sachant que ça va lui permettre de payer une petite prime. Il y a d'autres qui vont vous cacher des risques parce qu'ils ne veulent pas souscrire l'assurance. Ça, c'est ce qu'il faut éviter lorsqu'on est une PME parce que demain, le sinistre va survenir et vous ne serez pas à même d'y faire face. On a par exemple voilà un exemple qui s'est produit au Cameroun. Il s'agit là d'une raffinerie de pétrole. Au moment de la souscription de leur contrat d'assurance, ils ont souscrit un contrat pour 100 milliards de francs. Lorsque le sinistre survient, on se rend compte que la perte est évaluée à 300 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de souscrire, on a sous-évalué la valeur du risque pour payer une petite prime d'assurance. Et voilà qu'aujourd'hui, en cas de sinistre, on se retrouve en train d'avoir un problème de 300 millions. Ce que l'assureur va faire, c'est de prendre en charge les 100 milliards qui sont là et le reste des 200 milliards, c'est la société qui va supporter. Aujourd'hui, lorsque vous voulez souscrire un contrat d'assurance, vous devez vous rassurer que vous avez couvert votre risque pour la valeur réelle à laquelle elle peut être réalisée. Quelles sont les étapes? La première étape, et ça c'est pour toutes les entreprises qui auront besoin de bénéficier gratuitement de cette prestation, vous êtes libre de me contacter à la suite de cette réunion pour pouvoir avoir accès. La première chose, c'est la visite des risques. La deuxième chose, c'est l'évaluation des risques, un peu comme on le fait dans le cadre de la réalisation de la cartographie des risques. La troisième chose, c'est l'analyse des clauses d'assurance. Et enfin, c'est le choix d'une compagnie d'assurance pour couvrir votre risque. Voilà. Donc, si vous êtes dans une démarche interne chez vous, voilà les différentes étapes que vous devez suivre pour vous assurer que vous souscrivez des contrats d'assurance sur mesure. Et le choix de la compagnie d'assurance, se fait selon certains critères. Voilà. Vous allez identifier une compagnie d'assurance qui est solvable, c'est-à-dire qui est capable de payer ses dettes, une société d'assurance qui est diligente, c'est-à-dire qui instruit les dossiers rapidement, donc qui vous permet une reprise d'activité rapide lorsque vous avez un sinistre. Vous allez sélectionner une compagnie d'assurance qui est agréée par le régulateur, parce qu'il faut faire attention à souscrire des contrats d'assurance chez des personnes qui ne sont en réalité pas des assureurs, ainsi de suite. Alors, avant de souscrire un contrat d'assurance, on tire déjà vers la fin. Vous devez donc justement évaluer le risque que vous voulez assurer. Donc, lorsque par exemple vous êtes pour souscrire des assurances de vos véhicules, vous devez connaître quelle est la valeur neuve, c'est-à-dire, ça c'est pas compliqué, c'est sur la facture. Maintenant, vous devez connaître la valeur vénale, c'est-à-dire en fonction de l'usure de votre véhicule, elle a une valeur à un moment donné, qui n'est plus la valeur neuve. Au moment où vous voulez souscrire votre police d'assurance, c'est cette valeur-là que vous devez regarder. Vous devez insister là-dessus parce que lorsqu'il y aura le sinistre, c'est sur cette valeur-là que l'assureur se base pour vous indemniser. Si vous avez sous-évalué, vous aurez une petite indemnisation. Pareil, lorsqu'on veut faire une assurance des bâtiments, il y a ce qu'on appelle le SMP, c'est le sinistre maximum possible. Nous, on a des techniques pour évaluer cela. Au lieu de venir souscrire un contrat d'assurance où on vous dit payer la prime de l'assurance 100 millions de francs, laissez-nous venir évaluer exactement ce que vaut
votre entreprise en cas de risque, en cas de sinistre. Et vous allez vous rendre compte que peut-être votre police d'assurance, vous pouvez la payer à 50 millions et être bien couvert. Pareil pour ce qui est du transport des marchandises. Lorsque vous transportez une marchandise, il faut déclarer la valeur réelle de la marchandise et tout faire pour que la police d'assurance que vous souscrivez couvre exactement cette valeur-là. Sinon, lorsque vous aurez un sinistre, vous n'allez pas pouvoir y faire face. Un autre point important dans vos contrats d'assurance, c'est les exclusions. Très souvent, les PME décident de souscrire des contrats moins chers parce qu'elles se disent qu'elles vont faire des économies, mais en réalité, l'assureur qui vous vend le contrat vous met plein d'exclusions, c'est-à-dire les exclusions, c'est quoi? C'est les événements qu'il ne va pas prendre en charge. Il vous met plein d'exclusions et finalement, vous vous rendez compte que l'argent que vous avez payé, ça ne sert effectivement à rien. Pour pouvoir éviter ça, il faut pouvoir être entre les mains d'un assureur intègre ou alors vous faire assister très souvent par une société de courtage d'assurance qui va vous aider justement à analyser vos contrats avant que vous puissiez les souscrire chez les assureurs. Le deuxième point qu'il faut regarder, c'est les clauses de déchéance. Aujourd'hui, il peut arriver que vous souscrivez un contrat d'assurance moins cher, mais à l'intérieur, on a mis des clauses qui prévoient qu'en cas de sinistre, après un certain temps, l'assureur ne prend plus en charge. Ça, ce sont des mécanismes qui sont souvent mis dans vos contrats d'assurance et qui vous font après dire que les assureurs n'aiment pas payer les sinistres, alors que le problème, c'est que vous n'avez pas lu exactement ce qui a été écrit dans le contrat. C'est donc pour faire face à ça que la BSTP et la SAV, nous nous sommes mis en commun pour accompagner les PME afin d'éviter tous les désagréments qui peuvent se produire dans le cadre de cette situation. Donc, en gros, ce que nous faisons, c'est quoi? On vous aide à établir votre cartographie des risques. On vous aide à élaborer votre plan de continuité d'activité. Et enfin, on vous aide à élaborer votre programme d'assurance. Tout ça est fait de façon gratuite par nos professionnels. L'objectif étant simplement de vous aider, d'accompagner toutes les PME aujourd'hui sur tous les fronts afin que demain, parce que les PME d'aujourd'hui, c'est les grandes entreprises de demain. Donc, l'objectif, c'est de vous accompagner dans votre croissance et espérer que demain, vous allez passer du statut de petites et moyennes entreprises au statut de grande entreprise. C'est pourquoi je vais terminer sur ce point. À notre niveau, au niveau de la SAR Assurance, nous avons développé un ensemble de packages de produits d'assurance spécifiques pour les PME que nous déployons dans le cadre d'une procédure à 4 étapes. Le conseil, la souscription, la gestion et l'audit. Donc, tout ce qu'on vient de voir là tout de suite, nous vous les offrons de façon gratuite en raison de votre affiliation à la bourse de sous-traitance. Donc, sur ce, je vais vous remercier pour votre attention. Je vais regarder les questions qui ont été posées et essayer d'y apporter des réponses. Quelqu'un demande si on peut, il y a un intervenant qui demande s'ils auront le module 8. Je pense que les équipes de la BSTP vont vous envoyer le support et vous pouvez me contacter aussi à tout moment pour poser vos questions. Alors, quelqu'un demande quelle pourrait être la stratégie à mettre en place par l'entreprise dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Alors, la réponse ici, c'est face à la crise de COVID-19, quels sont les défis auxquels la société, quels sont les défis auxquels l'entreprise est exposée? Premier défi, c'est celui de la sécurité de son personnel. Deuxième défi, c'est celui de pouvoir continuer à servir ses clients en toute sécurité. La stratégie peut être quoi?
c'est ce que la plupart des sociétés ont fait. Mise en confinement du personnel non essentiel, recours au télétravail pour les fonctions qui sont qu'on peut exercer à distance, pour les fonctions qu'on peut pratiquer à distance, instauration des mesures barrières au sein de l'entreprise, par exemple, éviter que plusieurs employés ne travaillent dans le même bureau, donc on évite au maximum de réunir plusieurs personnes au sein des mêmes locaux. Et pour la sécurité des clients, exiger le port du masque pour tout le personnel qui est au front office, exiger le port du masque à toute personne qui veut accéder à vos locaux. Et puisqu'il s'agit d'une crise sanitaire, le respect de toutes ces mesures barrières permet effectivement de garantir quand même la sécurité de l'entreprise. Parce que dans le cadre d'une crise sanitaire, ce qui est important, c'est de privilégier la sécurité, la santé des parties prenantes, les employés, les clients, ainsi de suite. Pour ce qui est de la partie financière, toute l'économie mondiale était en arrêt. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire quelle est la stratégie de gestion de la crise, mais il sera plutôt question de réfléchir sur la stratégie de relance des activités. Comment est-ce qu'on peut relancer les activités alors qu'on est en train de passer en période de déconfinement? Pour moi, il y a une seule chose à faire, c'est d'éviter de commettre les erreurs qu'on a commises par le passé. Par le passé, on n'avait pas digitalisé nos services. Il faut immédiatement que les entreprises, dans la mesure du possible, fassent recours au digital. Une autre chose, c'est de maximiser l'utilisation du télétravail. Il n'est pas mauvais finalement aujourd'hui de pouvoir, dans des contrats de travail, dire à certains employés, voilà, vous pouvez avoir 1-2 jours de télétravail à la maison. Troisième chose, c'est de pouvoir constituer à chaque fois des réserves pour pouvoir faire face aux crises. C'est-à-dire, je dois pouvoir évaluer mes besoins sur une période donnée et dire, OK, je fais une réserve pour qu'en cas de survenance du risque, en cas de survenance du péril, je puisse continuer à satisfaire les différentes parties prenantes de ma société. Voilà, bon. Maintenant, sur le plan macroéconomique, nous allons essayer de travailler avec les institutions pour la mise en place des polices d'assurance catastrophe. Aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse avoir un système d'assurance de catastrophes naturelles pour pouvoir prendre en charge les pertes d'exploitation des entreprises lorsque les événements surviennent. Alors, quelqu'un demande le plan d'assurance pour une entreprise agro-business en cas de feu de brousse. Alors, monsieur, vous pouvez juste me contacter. Je ne peux pas détailler tout le plan d'assurance, mais en réalité, vous êtes en train de poser une question qui porte sur les assurances agricoles. Et effectivement, il existe un package de couverture. Parce que lorsqu'il y a le feu de brousse, qu'est-ce que vous perdez? Vous perdez votre production. Si vous perdez votre production, ça veut dire que vous perdez carrément un chiffre d'affaires. On dispose donc d'un contrat d'assurance qu'on peut souscrire pour le remboursement du manque à gagner qu'aurait subi la société agricole du fait du feu de brousse. Bon, il y a même plein d'autres événements qui sont couverts. Il n'y a pas que les feux de brousse. Il y a même les épidémies qui peuvent survenir souvent sur la flore, ainsi de suite. Donc, vous pouvez me contacter à l'issue de cette réunion et je vous enverrai un plan d'assurance pour ce type d'entreprise. Alors, il y a une question que je n'ai pas bien compris. Quelles sont les modalités pour les nouvelles PME de capital de 10 millions? Bon, je n'ai pas bien compris la question. Bon. Je ne sais pas s'il s'agit des modalités d'assurance ou quoi, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que
Je reste disponible. Alors, une autre question. Envoyer les modules pour former les membres. D'accord, oui. Bon, je pense que j'ai parcouru toutes les questions là. Très bien, je pense avoir parcouru toutes les questions et je vous remercie pour votre attention. Je vais peut-être partager mon adresse email à tout le monde pour que vous puissiez me contacter au besoin. Donc, je vous remercie pour votre attention.